Moi, ce que mon frère Maurice Komoé dit, il se trouve que dans le cas de la présente crise, la présente grogne, on n'a pas beaucoup entendu les consommateurs. Non, parce pas que eux qui ont donné l'alerte. je vais vous dire une chose. Ce n'est pas eux qui ont donné l'alerte. Qu'avez-vous fait pour attirer l'attention du gouvernement? Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a des correspondants sur la dernière crise? C'est vous qui avez donné l'alerte? Non, les populations spontanément par plusieurs moyens, mais vous, avez-vous un courrier? En 2008, oui. Vous avez également écrit dans vos journaux que les populations s'étaient levées spontanément. Depuis quand vous êtes dans ce pays et vous avez vu une seule entité nationale se lever spontanément? La vie est chère. C'est ça que vous dites qui décourage les responsables d'associations. D'accord, on souhaite que vous jouiez davantage. Nous jouons un rôle véritable. Je vais vous dire une chose. Quand Maurice un ministère revenons aux solutions. Non, si vous revenez, il ne faut pas perturber le débat et donner l'impression que la lutte contre la vie chère revient aux organisations de consommateurs. On a bien compris. Les organisations de consommateurs ne perçoivent aucun impôt, aucune taxe sur aucun revenu des populations. Nous payons nos taxes et nos impôts à l'État. Il revient à l'État de faire notre bonheur, d'améliorer nos conditions de vie. Des gens prennent le pouvoir d'État, ça pour faire quoi exactement? Donc nous, en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, c'est parce que justement, il y a des dysfonctionnements dans la satisfaction de nos besoins essentiels que nous existons. Donc, nous portons la voix des consommateurs. Nous élevons justement leur mécontentement. Nous portons justement la connaissance des pouvoirs publics et des opérateurs économiques. Il parlait tantôt de la question de l'huile. Mais c'est un cartel qui est installé dans le secteur de l'huilerie. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'huilerie, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire accepte qu'on arrime le kilogramme de palmier à huile au marché mondial pour un produit qui est produit nationalement? Mais il le disait tantôt, nous sommes un petit pays producteur d'huile. Mais c'est faux. Nous sommes la deuxième puissance en Afrique en termes de production d'huile. Nous produisons 2 500 000 tonnes. Il le sait très bien. Donc on ne peut pas venir nous dire que nous sommes un petit producteur. Nous sommes une grande nation de production d'huile. Alors, on le laisse terminer, puis je vous donne la parole. Nous avons la deuxième plus grande huilerie après celle de Durban en Afrique du Sud. Vous connaissez la première huilerie en Afrique noire francophone. Donc, bref, il y a des problèmes essentiels qui touchent la vie du consommateur. Alors, je vous aide. Nécessitent... Vous avez cité le Comité national de lutte contre la vie chère. Le Conseil national de la consommation, mais également la Commission nationale de la concurrence et de lutte contre la vie chère, qui existe. Mais les acteurs, on ne les sent pas. Bon, pour nous, organisations de consommateurs, vous avez un ministère qui préfèrent discuter avec des soi-disant organisations de consommateurs qui n'ont pas le background. Ah non, là, nous disons, non, monsieur justement, ça peut être méprisant. La réalité, c'est que nous sommes exclus du débat. Oui, mais... Et ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. Nous sommes exclus du débat dans la lutte pour la défense des droits et pour la protection des intérêts des consommateurs, parce que tout simplement, nous sommes dérangeants. Nous tenons un langage franc. Maurice Komoé, je peux entendre que vous êtes exclu, c'est votre droit de le dire, mais de là à dire que les autres organisations n'ont pas la légitimité pour siéger dans des cadres de discussion, je ne partage pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, je ne vous demande pas pourquoi. Non. Moi, ce que je vous propose, c'est de proposer des solutions. Mais nous le proposons tout le temps et en tout temps. Nous disons, par exemple, dans le secteur de l'huilerie, tenez-vous bien, sous le ministre Jean-Luc Billon, les prix ont été stables. Mais pour quelle raison? Pas parce qu'il détient l'une des huileries les plus puissantes d'Afrique noire francophone. Mais non. Parce que nous avons discuté avec lui. Nous lui avons dit qu'en mettant en place le code de la consommation, il libère les organisations de consommateurs du joug de l'État, du protectionnisme de l'État. Si d'ordinaire, la loi sur la consommation était effectivement mise en œuvre, cela pourrait nous permettre, même aujourd'hui, les organisations de consommateurs, avec le décret d'application, saisir les tribunaux face à des opérateurs véreux, des cartels véreux. Quand vous prenez des dames qui font du vivrier, parce que simplement, elle a décidé de faire le commerce du vivrier. Elle va prendre le vivrier Borchamp, mais à quel prix? Si elle paye, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, un sac de piment de 25 kilos à 5 000, et qu'elle vient vendre ça à 20 000 francs sur le marché de la consommation, mais cela viole totalement et de façon flagrante les dispositions de la loi. Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Sous le prétexte... Non, c'est qui dit c'est grave. Non, je ne peux pas être assise là. Non, mais il va finir, vous aurez la parole. Oui, mais c'est qui dit c'est faux. Madame, permettez, s'il vous plaît. Les prix ne se fixent pas comme ça. De faire du commerce, sous le prétexte que le commerce est libéralisé. Les prix sont libéralisés. Mais les prix sont libéralisés, ça ne veut pas dire qu'il y a le libertinage. La population ne peut pas être jetée à la vindicte des opérateurs véreux. On ne peut pas payer un produit à 5 000 et venir vendre à 20 000, 30 000 sur un marché. On vous a bien compris, M. Maurice Komoé. Alors, dans ce qu'il dit surtout qu'il faut mettre fin à des cartels qui
prennent à leur compte beaucoup de bénéfices sur des commerçants, sur toute une filière. Première réaction? Bon, avant cette réaction, je voudrais remercier M. Komoué. Il est dans son rôle de défenseur des consommateurs. Mais tout à l'heure, j'ai dit que nous-mêmes, les planteurs de palmiers à huile, les filières, nous sommes aussi des consommateurs. Dans l'instant où vous mettez un produit sur le marché, vous n'êtes plus consommateur. J'ai la parole. Le consommateur, ce n'est pas seulement celui qui achète l'huile de palme. Nous aussi, nous achetons le vivrier. Et le planteur de palmiers à huile est aussi consommateur d'intrants agricoles, les engrais, les pesticides, dont les prix aujourd'hui ont été multipliés par 2. Au niveau des usiniers aussi, ils sont consommateurs de certains intrants. Deuxième chose, en tant que défenseur, en tant que responsable d'une association de consommateurs, je crois qu'il y a des données qu'il faut venir prendre à la source. La Côte d'Ivoire ne produit pas de 500 000 tonnes d'huile de palme. 560 000 tonnes d'huile de palme. C'est sa production. Le deuxième producteur africain, premier exportateur. Vous pouvez passer lundi, on s'appelle, vous passez à un bureau, je vous donne les statistiques. Très bien. Parce qu'il faut parler des statistiques. Alors, en tant que consommateur et en tant qu'Ivoirien, les planteurs de palmiers à huile et les usiniers, la première transformation, devant la situation de la flambée des prix à l'international, ont accepté, en tant que citoyens, d'apporter leur contribution à la recherche de solutions pour la lutte contre la vie chère. Et c'est dans ce cadre que le directeur général a déjà apporté de l'eau à mon moulin. C'est dans ce cadre que les planteurs ont accepté le plafonnage de leurs prix. Vous savez, dans ce mois de février, les prix devaient être à 89 240 francs. Le mois de mars, ils seront à un peu plus de 100 000 francs. Parce que les prix sont arrimés au marché mondial. Mais nous protestons contre cette façon de faire. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Et gardez-la pour un moment. Donc, vous avez encore une minute. Le mois de mars, ce sera à plus de 100 000 francs et les planteurs vont avoir 80 000 et les usiniers 620 000. Pourquoi c'est arrimé au marché international? Alors, vous avez donné une explication. J'ai essayé d'expliquer on va pas reprendre. Mais je pense qu'il faudra que... Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, des solutions peuvent permettre à ce que le prix de l'huile baisse? C'est ce que les populations, c'est ce que les Ivoiriens attendent. Est-ce qu'il est envisageable de voir les semaines à venir, les jours à venir, le tarif de l'huile baisser sur les marchés? Les acteurs, que sont les planteurs et les usiniers, font déjà leur part. Les prix continuent de monter à l'international. Et si nous calculons les prix par rapport au mécanisme AIPH, les planteurs et les usiniers vont continuer de perdre de l'argent par rapport au coût réel auquel ils devraient vendre, au prix réel auquel ils devraient vendre leur production. Donc c'est vraiment nous, notre apport qu'on peut faire. Mais il faut dire que aussi, dans ce contexte, dans cet environnement, les planteurs subissent aussi la cherté ou l'inflation au niveau du coût des prix des matières des intrants, comme l'engrais, les produits phytosanitaires, le carburant aussi, etc. etc. Même la main-d'œuvre, madame en a parlé tout à l'heure, la main-d'œuvre est devenue rare et donc chère. Ouais. Et bon, M. Komoué, je l'invite à venir sur une plantation, voir les difficultés qu'il y a à produire. C'est difficile. Des régimes de palme et à faire la production. Très bien. La main-d'œuvre est chère, il faut y faire face. Très bien. Alain Wakili, rapidement, et puis on passe à la pause. La Côte d'Ivoire produit 560 000 tonnes. Elle est le deuxième exportateur, dites-vous, en Afrique. Premier exportateur. Premier. Deuxième producteur. Elle exporte combien et elle consomme quelle part dans ça? Il faut expliquer la structuration. La Côte d'Ivoire consomme autour de 75% de sa production nationale. Quand même. Donc 400 et quelques mille... Et le reste, vous comprenez, non? Le reste, c'est dans le... Et puis on subit tant la variation internationale. Et puis on nous fait subir, on arrive le prix national sur le prix. Alain Wakili, on vous a bien compris. Messieurs, on poursuit, on fera un dernier tour de table. Ce sera juste, s'il vous plaît, on fera un dernier tour de table. Ce sera juste après cette courte pause. Plateau de NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué la vie chère, la cherté de la vie donc. Et un dernier tour de table avant de laisser partir nos invités. Yvonne Golelou, vous êtes, je rappelle, le porte-parole des acteurs du vivrier, présidente du marché Bourreau d'Adjamé.
ces produits dont les prix ont augmenté, ont flambé sur les marchés que vous gérez, est-ce que les Ivoiriens peuvent s'attendre à ce que ces prix descendent les jours à venir? Si oui, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais je vous dis déjà que les prix ont commencé à baisser, parce que dans le mois de janvier, décembre, janvier, un sac d'aubergine était à 30 000. Aujourd'hui, il est passé à 15 000. Et si vous voyez, si on arrive dans le mois de juin, un sac d'aubergine de 50 kilos à 2500, parfois à 500. Ça vous dit que le coût de production en période de sécheresse est tellement élevé qu'on ne peut pas faire autrement. Et les voies d'accès sont très difficiles. Et c'est dans les pistes, dans les villages. Pour faire sortir les produits dans les champs, c'est très pénible. Et ensuite, si par exemple, moi, j'ai une valeur de marchandise de 500 000 et je paye un transport de 500 000, ça fait 1 million. Le transport coûte excessivement cher. Et c'est le coût de revient qu'il faut appliquer. Parfois, quand on vient, on vend à perte. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on augmente parce qu'on a le plaisir d'augmenter. Non. C'est le coût du revient du produit qu'on applique. Et parfois, même, on vend en deçà. Est-ce que vous voyez? On fait nous, par exemple, on produit de l'oignon au niveau du Burkina. Dans le mois de janvier, le sac était à 45 000. Aujourd'hui, il est passé à 35 000. Ça veut dire que ça monte et ça baisse. Ça monte et ça baisse. Donc, et tout ce qui est rare est cher sur le marché. Comme monsieur le directeur l'a dit, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si aujourd'hui, mardi, je donne un exemple, on vient au marché, on a 30 tonnes de tomates ou bien 40 tonnes d'aubergines sur le marché, on est obligé d'évacuer ça rapidement parce qu'après une journée de vente, vous ne pouvez plus revendre à la même valeur le lendemain. Elle perd sa valeur. Donc, quand il y a beaucoup de produits sur le marché, forcément les prix baissent. Mais quand il n'y a pas assez, forcément, les prix vont monter, mais les prix que nous pratiquons sur le marché sont des prix raisonnables. Quand on dit 3 gombo à 100 francs, moi, je suis étonnée. Quand il dit acheter un sac de piment en bourse à 5 000 francs, qu'on vient vendre à 20 000, moi, je suis surprise. Peut-être que ce n'est pas vous qui en produisez, mais il y a également les bouillons Magie qui ont augmenté, qui font parler d'eux. Vous savez peut-être pourquoi ils ont augmenté? Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est avec le manioc qu'ils le font. C'est avec le manioc, c'est ce que je sais. On utilise le manioc pour faire les bouillons. Et comme le manioc est devenu rare, peut-être, je n'explique pas, mais peut-être. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le manioc, je dis je ne sais pas, mais le manioc est devenu aujourd'hui une denrée très rare. Parce que la production de manioc est très difficile, mais elle est facile à faire. Mais pour y arriver, il faut rendre le sol comme la table aura, on dit, non, je crois, propre, et nettoyer et planter. Ce n'est pas comme le café cacao qui n'est pas aussi difficile à produire que c'est qu'on doit comprendre, les produits vivriers sont très difficiles à produire. Donc si on vous entend dans le développement que vous venez de faire, il n'y a pas de solution envisagée. Les produits vont baisser d'eux-mêmes selon les saisons, selon que la sécheresse passe. Ça baisse. Mais moi, la solution, il faut qu'on nous accompagne à moderniser la production. Parce que si la production n'est pas modernisée, on aura des faibles taux de rendement. Vous voyez, si on devait avoir peut-être que 5 tonnes à l'hectare et qu'on produit 1 tonne à l'hectare, vous voyez que c'est à perte. Très bien. Donc il faut qu'on nous aide à moderniser et qu'on ait aussi des camions et des voies d'accès faciles dans les campements, dans les villages et autres pour pouvoir transporter les produits à moins de coût. Parce que le transport constitue au moins 40 à 50% du coût de revient de la marchandise. Cette cherté de la vie affecte évidemment le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Monsieur Coisan, vous qui êtes le directeur général du commerce intérieur, j'imagine que vous êtes au labo, vous n'avez de cesse de le rappeler, les mesures qui sont en vue, celles qui ont commencé à être mises en œuvre. Est-ce que dans les assiettes, les paniers de la ménagère, les Ivoiriens vont ressentir cette baisse des prix des denrées de première consommation? Oui, bien entendu. Je pense que si les mesures qui ont été identifiées, c'est ça l'objectif, la préservation du pouvoir d'achat donc des populations. Vraiment, il est important qu'on sache, en toute responsabilité, j'insiste sur ce mot, que la question de la cherté de la vie doit rester une question économique. Il ne faut pas qu'on cède à l'émotion. Il faut qu'on reste vraiment, qu'on la traite dans le domaine économique. Et pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises par le gouvernement émanent, comme vous avez dit, de travaux en labo. Peut-être que M. Marius ne sait pas ce que c'est le Conseil national de lutte contre la vie chère, mais toutes les mesures qui sont aujourd'hui prises par le gouvernement viennent justement des travaux menés dans le cadre du Conseil national de la lutte contre la vie chère, qui est un organe où l'ensemble des administrations et même du secteur privé sont acteurs, sur lesquels ils travaillent énormément pour produire
justement les contributions qu'on soumet au gouvernement et qui font l'objet d'adoption par le gouvernement. Donc c'est le rôle du Conseil et il est dans son rôle. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure du démantèlement qu'on a observé sur le photon, mais c'est la Commission de la concurrence. Chaque année, la Commission de la concurrence mène des enquêtes de concurrence en accord avec l'UEMOA. Il y a un de nos internautes qui proposait, par exemple, de mettre à disposition des Ivoiriens un numéro vert qui permettrait de dénoncer les commerçants véreux. Non, attention, oui, c'est des programmes qui sont pris en charge. Parce que le numéro vert, ça existe déjà. Maintenant, il faut amplifier, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de ressenti dans la question de la vie chère. De perception. De perception. Du plus grand nombre. Où il y a la perception qui n'est pas favorable en termes de communication, ça veut dire que c'est un axe d'amélioration pour le gouvernement. Et je crois qu'on y travaille. La preuve, vous avez vu que pendant cette période, on a fait pratiquement tous les plateaux télé, y compris les... Vous êtes à votre 4e ou 5e plateau de cette semaine? A priori, oui, je pense. Bon, sans compter que le ministre aujourd'hui était sur un plateau télé également, pour pouvoir donc s'exprimer sur cette question importante. Donc aujourd'hui, ce que je veux rassurer, M. Marius, l'ensemble des structures qui travaillent sur la vie, contre la vie chère, on adresse effectivement ces problématiques qui nous permettent d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas peut-être à la hauteur de ce que vous attendez, mais qui ont une incidence réelle sur la préservation du pouvoir d'achat de nos populations. C'est ça, c'est important. Maintenant, en termes de mesures, elle a rappelé, et le Premier ministre s'est engagé à faire en sorte que l'offre nationale en matière de produits donc vivriers, en matière donc de ressources animales et protéines animales, soit comblé le plus rapidement possible, ce déficit-là. Et nous allons nous y atteler. Et je crois que je vous invite, M. Ali Dirasouba, à inviter donc mes collègues des ressources animales et halieutiques et ceux donc de l'agriculture qui vont vous déployer l'ensemble des programmes qui sont en cours, qui devraient nous amener très rapidement. Je ne parle même pas de sécurité alimentaire, je parle de souveraineté alimentaire. Parce que c'est ça l'enjeu. Je le disais tout à l'heure en off à M. Alafé, quand on parle de l'huile, je dis, mais si les prix de l'huile en Côte d'Ivoire étaient, on dit c'est cher, mais les autres pays qui produisent de l'huile, nous n'arrivent même pas à inonder notre marché. Quand on vous parle aujourd'hui des pays comme la Malaisie et l'Inde, qui sont les premiers producteurs mondiaux à plus de 50 millions de tonnes d'huile, mais il n'y a aucune huile qui vient de Malaisie qui rentre sur notre territoire parce qu'ils ne sont même pas compétitifs par rapport à notre huile. C'est pour dire que quand on vous dit que les marchés internationaux ont flambé de plus de 60%, je parle même de l'engrais, 230% de hausse. Comment vous voulez que les femmes du vivrier puissent avoir accès? Mais l'année dernière, dans le cadre du Purga 1, qui est un programme d'urgence dans le cadre de la Covid, l'État a mis à la disposition donc, des acteurs du vivrier de l'engrais. Mais c'est beaucoup important. On vous a bien compris, je suis obligé de vous arrêter. Mais bien entendu, non, je veux seulement dire aux populations ivoiriennes que la question de la vie chère est au cœur de l'action gouvernementale. C'est une affaire de tout le monde. Elle est au cœur de l'action gouvernementale et faisons en sorte tous que nous puissions en sortir la tête haute. Parce que la Côte d'Ivoire est dans un défi pour sa souveraineté alimentaire. Et également, n'oublions pas que dans notre démarche, la préservation de notre outil de production est importante. Nous disposons aujourd'hui en Côte d'Ivoire des unités agro-industrielles qui nous permettent donc d'aller vers cette atteinte de la souveraineté alimentaire. Soyons, je dirais, engagés à faire en sorte de préserver cet outil industriel et ne pas le démanteler parce que nous allons être exposés, si nous prenons garde, à des importations qui ne pourront se faire, des importations massives, ou tout simplement on n'en aura pas, parce que la Covid a montré que les marchés se sont refermés, et qu'il n'y avait pas de disponibilité sur les marchés, et ça a créé justement toute cette flambée. Merci à vous. À préserver notre outil de production, travaillons à notre souveraineté alimentaire, travaillons également à améliorer notre offre nationale, de telle sorte que nous puissions donc combler le déficit en